Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis vos différents lieux de confinement. Ça me fait plaisir de vous retrouver via cette petite vidéo. Je vous présente déjà mes petites excuses par rapport au timing. Vous savez que le contexte est un peu particulier. Nous avons beaucoup de difficultés à mettre certaines affaires en place. Vous ne pouvez pas imaginer avec le service technique de l'université comment on fait les pieds et les mains pour que tout puisse bien marcher. Dans le fond, j'ai pas pu vous envoyer la vidéo depuis dimanche ou hier lundi parce que le système, l'outil mis en place par l'UCAC, le service technique de l'UCAC, pour nous aider à pouvoir vous ventiler les cours sous forme de vidéo, ne sont pas supportés par tous les appareils. Donc, nous ne sommes pas tous les profs, les chargés de cours à pouvoir avoir des ordinateurs directement de l'UCAC. Ceux qui ont des ordinateurs de l'UCAC ont plus de facilité à pouvoir réaliser certaines vidéos puisque c'est supporté directement par le système de l'UCAC avec l'outil de partage d'informations, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc nous autres, nous avons un peu plus de difficulté à pouvoir réaliser certaines choses. Mais on va le faire avec les moyens de bord d'ici la fin de la semaine. Je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée à mon niveau. Donc voilà. Je tenais quand même, après vous avoir envoyé le cours, je tenais quand même à faire une petite vidéo pour vous expliquer les grandes lignes du cours que je vous ai envoyé. Je vous ai aussi envoyé deux précieux documents sur la villégiature qui sont très intéressants. Je vous exhorterai vivement à pouvoir les lire. L'autre facteur aussi qui me met un peu, moi particulièrement, un peu en difficulté, c'est que si vous avez pu remarquer dans la deuxième partie du cours, la deuxième partie du cours était essentiellement consacrée à des sorties de terrain et des travaux pratiques sur le terrain. Donc avec le chamboulement, les bouleversements, il a fallu trouver du contenu pour pouvoir remeubler un peu les choses. Ce n'est pas toujours évident quand on a prévu d'autres choses à la place. Bon, voilà. Donc je vais revenir sur ce ne serait pas très long, une quinzaine, vingtaine de minutes. Je voudrais juste vous expliquer quelques grands aspects du cours que je vous ai envoyé sur le développement de la villégiature en milieu rural. Je l'ai nommé l'omniprésence de la villégiature dans l'aménagement des territoires ruraux au Québec et vous allez voir dans les explications pourquoi j'ai donné ce titre en particulier. Mais avant de venir au cours, je tiens vivement à pouvoir mieux expliquer l'atelier 2 que je vous ai, dont je vous ai parlé parce que j'ai reçu pas mal de questions. Ça me fait dire que certaines personnes n'ont pas vraiment bien compris le contexte de l'atelier 2. Je voudrais vous le dire de vive voix. Voilà. Dans le fond, comment ça va se présenter l'atelier 2? Je le redis encore, j'ai envoyé déjà deux courriels à propos, mais il semble que certaines personnes n'ont pas vraiment bien compris. L'atelier 2, vous allez le faire un peu comme l'atelier 1. Ce serait un atelier normal, comme vous êtes en train de faire l'atelier 1 actuellement, que vous allez me rendre d'ici quelques jours. Et l'objectif au départ, avant la COVID-19, l'objectif des ateliers, c'est que vous puissiez faire des présentations et qu'à partir de ces présentations, vu que vous serez sur des sujets différents, qu'à partir de ces présentations, que les uns et les autres puissent apprendre. Donc, en fait, si le groupe A qui a présenté tel sujet présente son sujet et le groupe B apprend des éléments venus du groupe A, ainsi de suite, qui est de l'échange qu'on puisse apprendre des uns des autres. Mais vu que certains de nos camarades, de vos camarades sont partis en France, certains m'ont évoqué le fait qu'ils sont dans des milieux où ils n'ont pas vraiment accès à une bonne connexion d'Internet pour pouvoir faire une visioconférence, pour pouvoir faire des présentations. Je comprends tout ce contexte-là. Lucas nous a d'ailleurs demandé d'être assez flexible là-dessus, donc je le comprends parfaitement. Et donc, ça fait que vous ne pourriez plus faire des présentations. Donc, à défaut de faire des présentations pour l'atelier 2, ce que je vous demande, c'est que vous allez faire votre atelier. Je vais vous envoyer les sujets le lundi prochain, comme vous avez pu le voir dans le plan de cours.
les sujets seront sur différents pays parce que nous avons beaucoup parlé du Québec, mais au-delà du Québec, j'aimerais bien que vous puissiez apprendre sur le contexte agricole, les exploitations agricoles de différents pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou bien dans d'autres provinces du Canada. Donc, je vais vous envoyer des sujets pêle-mêle. De ce côté-là aussi, j'aurais bien voulu qu'on soit en présentiel et que vous puissiez faire, que j'organise un tirage au sort afin que vous puissiez choisir vous-même vos sujets. Mais comme le contexte ne le permet pas, je vais vous envoyer des sujets comme ça au hasard sur lesquels vous allez travailler. Bon, maintenant, après avoir travaillé en groupe sur les sujets, après avoir rédigé, vous allez préparer un PowerPoint. Le PowerPoint, c'est-à-dire un peu comme ce que vous deviez présenter. Et ce serait un résumé, les grandes lignes de ce que vous avez rédigé. Ça va être un PowerPoint d'entre 10 ou 15 slides qui va juste résumer ce que vous avez rédigé. Et vous allez m'envoyer ce PowerPoint que je vais partager sur la plateforme modèle. L'objectif de ce partage, c'est que le groupe qui a travaillé, par exemple, sur la France, ne soit pas seulement limité sur l'agriculture française. Que ce groupe-là aille, par exemple, sur la plateforme pour voir le contenu du travail fait par un autre groupe qui peut-être a travaillé sur le Mexique, un autre qui a travaillé sur le Sénégal, un autre qui a travaillé sur la Suisse, ainsi de suite. En fait, c'est d'organiser un partage. C'est l'objectif. Et c'est uniquement que pour l'atelier 2. Parce que pourquoi je le fais ainsi? Les rédactions que vous avez faites, je vais corriger ces rédactions et je ne peux pas partager vos devoirs, le travail que je vais corriger, je ne peux pas le partager avec d'autres personnes. Mais par contre, je peux partager le résumé de votre travail, l'essentiel de votre travail, je peux le partager avec les autres équipes. Donc, il est très important que vous puissiez me faire ce PowerPoint. Si vous voyez même dans la notation, un peu pour vous encourager à le faire, je l'ai marqué comme 5% de la note finale. Donc, en bref, vous rédigez votre travail. Je parle uniquement que de l'atelier 2. Vous rédigez votre travail, les mêmes consignes, vous allez respecter les mêmes consignes comme l'atelier 1 pour rédiger votre travail. Maintenant, après, vous allez me présenter les grandes lignes de ce travail en PowerPoint que je vais partager sur le site du cours. Et donc, en fait, je vais recevoir ce travail dans les deadlines. Moi, je vais le partager et le dernier jour, je vais commenter en fait vos différents travaux que vous avez fait le 27 avril, le cours du 27 avril, tout comme je le fais actuellement en vidéo. Je vais commenter vos différents travaux que je vais partager avec vous également sur la plateforme du cours pour approfondir davantage tout ce que vous aurez fait comme travail parce que je vais devoir lire vos PowerPoint aussi. Je vais approfondir toutes ces informations que je vais partager avec vous. J'espère que cette fois-ci, ça a été vraiment clair parce que beaucoup m'ont demandé est-ce que le PowerPoint, ça concerne l'atelier 1 aussi? Est-ce que ça concerne uniquement que l'atelier 2? Est-ce qu'il faut faire uniquement que le PowerPoint, ne pas rédiger? C'est là, c'est ce que j'essaie de vous expliquer actuellement. Donc, en bref, l'atelier 1, vous faites seulement une rédaction. L'atelier 2, vous faites la rédaction et le PowerPoint. Et le PowerPoint serait 10 à 15 slides maximum. Et c'est ce que je vais partager sur le site du cours afin que votre travail soit vu et su par d'autres personnes de la classe pour qu'ils puissent aller apprendre des différentes orientations agricoles, d'un peu ce que la recherche que vous êtes allé faire sur d'autres pays. Donc voilà l'objectif du devoir. Donc je vais revenir en une dizaine de minutes sur le cours que je vous ai envoyé. Donc, ça parlait de l'omniprésence de la villégiature dans l'aménagement des territoires ruraux au Québec. Vous n'êtes pas sans savoir que la session sur le développement territorial et l'aménagement rural, là, si vous aurez pu le remarquer, la plus grande partie de notre cours était concentrée sur le Québec. Donc, sur la villégiature aussi, nous allons
parler du Québec. Et donc, dans le fond, j'étais un peu revenu sur le territoire du Québec, donc quelques retours en arrière sur le territoire du Québec, avec l'idée de vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, nous n'allons pas trop nous appesantir là-dessus. Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette thématique sur la villégiature? Déjà, qu'est-ce que c'est que la villégiature? La villégiature, si vous allez à la bonne information, la villégiature, c'est le terme villégiature, ça concerne les séjours à la campagne. Donc, ce sont des séjours récréatifs à la campagne, à la mer, en fait, la villégiature, c'est quand on sort de son lieu habituel pour aller dans une autre localité, pour changer d'air, aller à la campagne pour se ressourcer, aller à la mer, passer au Québec. Nous parlons beaucoup d'aller passer des séjours de 2, 3 jours, des fins de semaine au chalet. Donc voilà un peu des contextes de villégiature. L'objectif de la villégiature, en fait, c'est surtout la villégiature se pratique beaucoup à la belle saison, c'est-à-dire l'été, mais il y a aussi une certaine forme de villégiature aux autres saisons aussi, mais c'est principalement en été. L'objectif de la villégiature, c'est pour aller prendre des vacances et c'est pour aller se reposer. Donc, c'est un concept qui s'est beaucoup développé ces dernières années parce que beaucoup de gens qui vivent en milieu urbain sont un peu tannés de la vie urbaine, de la routine de la vie urbaine et qui se retournent de plus en plus vers le milieu de vie de la campagne, vers la forêt, vers la campagne où entre griffes, il fait mieux vivre. Donc, c'est là que je voudrais vraiment vous en parler dans le cours. Et nous avons beaucoup parlé de l'économie agricole, nous avons parlé beaucoup de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, mais les campagnes ne servent pas qu'à ça. Les campagnes servent à d'autres choses que l'agriculture, l'élevage et la pêche. On a un peu parlé du tourisme, mais cette fois-ci, nous allons aborder l'autre aspect qui est la villégiature pour aller passer du bon temps. Donc, dans le cours, vous avez pu voir que dans la première partie, je suis revenu sur certains aspects techniques de la forêt, de l'agriculture, donc où je vous disais que le Québec est un territoire fortement influencé par la nordicité. Et qu'est-ce que la nordicité dans ce contexte-là? C'est que nous pourrions voir que au sud, il y a qu'un tout petit espace agricole, qui de 2% environ d'espace agricole, mais quand on monte un peu vers le centre, on retrouve beaucoup plus la forêt boréale qui est à 34,7% du territoire. Et quand on va maintenant un peu plus vers le nord du territoire, on voit les tourbières, la taïga, la toundra, et ainsi de suite. Donc en fait, l'autre aspect aussi qu'il faut remarquer, qui est très important dans la villégiature, c'est que le Québec possède un très vaste réseau hydrographique. Donc, on a des fleuves, on a beaucoup de fleuves, de rivières au Québec qui attirent les gens à pouvoir aller en villégiature. Parce que la villégiature, c'est pas seulement aller vers les milieux agricoles, mais les gens ont envie d'être au bord de l'eau. Vous allez voir tantôt, vous allez certainement voir dans le cours qu'il y a des réglementations, des distances à pouvoir avoir. Les gens en été ont envie d'aller au bord de l'eau pour aller passer du bon temps. Donc ce sont plusieurs contextes qui influencent la villégiature au Québec. Donc nous n'allons plus revenir sur la cartographie et autres du Québec. Vous l'aviez déjà dans les précédents cours que nous avons eu. Donc, en fait, il y a dans le contexte de la villégiature un plan d'affectation des terres, c'est très important. Donc, de plus en plus, il y a des espaces qui sont dédiés à pouvoir construire de l'habitat uniquement que pour accueillir les gens qui veulent venir en vacances, les gens qui veulent passer du bon temps dans les milieux ruraux. Et aussi, ça entraîne le droit, la question du droit de propriété. Donc, en fait, comment ça marche un peu?
Comment ça marche? Dans le fond, quand on prend le contexte du Québec, à chaque automne, le ministère, le ministère de la planification du territoire procède par tirage au sort à la location ou la vente d'espaces de villégiature. Donc, c'est assez particulier quand même. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut le savoir. Donc, pour les domaines de l'État, les terres qui appartiennent à l'État, nous avions déjà vu dans un certain cours que la plus grande partie des terres au Québec appartiennent à l'État. Et donc, ils mettent en location ou en vente des emplacements uniquement que dédiés pour la villégiature. Donc, vous allez voir que le contexte de la villégiature n'est pas fait comme on le veut ou comme tout le monde le pense, mais c'est tellement bien organisé par l'État qui met des terres à disposition. Et donc, ces terres se trouvent souvent dans des secteurs assez convoités et avec des superficies habituellement d'environ 4000 mètres carrés qui sont ils sont en majorité des riverains boisés, donc c'est-à-dire au bord de l'eau, dans les domaines boisés, au bord des voies terrestres. Et donc, en fait, ce sont des terres bien situées pour pouvoir accueillir ces genres d'activités que l'État loue ou bien vend. Ça dépend du territoire. Donc, on avait vu aussi dans le zonage. Excusez-moi, on avait vu aussi dans le zonage des terres, de l'affectation des terres au Québec, que il peut y avoir de la vente tout comme de la location. Donc voilà. Et par exemple, quand on prend le contexte particulier nous allons voir dans un certain stade, je vous le dirai, que la villégiature est très développée au Saguenay et Lac-Saint-Jean. C'est d'ailleurs là où on trouve plus de baux, de villégiature. Donc par exemple, quand on prend l'année 2013, ce sont en tout 63 emplacements de villégiature qui ont été offerts par tirage au sort. Donc ça se fait par tirage au sort à l'automne et ces terrains-là sont après affectation, que ce soit par vente ou par location, ces terrains sont construits, sont aménagés selon les politiques d'aménagement du Québec, sont aménagés pour accueillir cette forme spéciale de, de vacanciers ou bien des gens qui veulent passer du bon temps. Mais il y a des informations très importantes à savoir autour de la question de la villégiature. C'est d'abord que le locataire d'une terre à des fins de villégiature ne peut y construire ou installer qu'une seule habitation. Donc, c'est uniquement qu'une seule habitation. Si vous avez eu une terre ou bien vous avez eu une terre par vente ou par location pour la villégiature, vous ne pouvez installer qu'une seule habitation et cependant, vous pouvez ériger des dépendances comme un garage, une remise ou un cabanon. Et l'habitat ne peut être construit qu'à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez eu une terre pour la villégiature que vous allez construire au bord de l'eau, à 2 mètres au bord de l'eau. Il faut qu'il y ait une délimitation de 25 mètres au moins des hautes eaux. Et quand on parle des hautes eaux, c'est en fait le fleuve ou la rivière et son bassin, son grand bassin, par exemple. Sa grande rive. Donc, c'est pour éviter que, par exemple, puisque beaucoup de gens vont en villégiature au moment où il fait beau, à des saisons de pluie, l'eau peut déborder. Et si vous êtes à 1 mètre ou à 2 mètres de l'eau, où vous voyez la limite en automne, en été, cette limite peut changer et l'eau peut déborder. Vous pouvez être victime d'une inondation, par exemple. C'est pour cela qu'il faut être à au moins 25 mètres des hautes eaux. Et donc, la superficie maximale de construction aussi est de 200 mètres carrés pour chaque terrain. Donc, vous ne pouvez pas construire. Donc, en fait, l'objectif de la villégiature, ce n'est pas de pouvoir peupler, transformer le terrain en paysage construit comme dans les milieux urbains, mais c'est vraiment pour passer un court séjour. C'est pour cela qu'on n'offre pas un grand espace. Vous ne pouvez pas avoir de construction sur plus de 200
200 mètres carrés et le locataire ne peut aménager qu'une seule voie d'accès à l'habitation sur la terre allouée. Donc, vous voyez que c'est tellement bien organisé et il faut aussi prendre note que l'on peut accéder également au terrain par d'autres barrières, ainsi de suite. Vous voyez un peu, donc c'est très réglementé les espaces de villégiature, malgré que ça, en fait, c'est pour créer des limites, des bornes pour que les gens ne puissent pas exagérer et que au bout d'un certain temps qu'on retrouve que les espaces, les terrains affectés à la villégiature deviennent complètement des milieux habités, urbains, où les gens viennent rester de façon définitive. Et donc, vous allez voir aussi de façon globale le coût dans le cours vous allez voir le coût annuel par exemple des terrains. Donc je vous ai laissé une estimation des coûts des terrains au 18e slide et j'ai présenté aussi, quand vous allez au slide 20, c'est très illustratif de ce dont nous parlons, où vous allez voir la répartition régionale des détenteurs de baux de villégiature. Donc vous allez voir que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est très en tête. On a en tout 9541 baux, c'est-à-dire de nombre de détenteurs de baux au Québec, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est autour de 7308 à 7308 détenteurs de baux, ce qui est très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulions en parler. Mais la villégiature n'est pas seulement en milieu rural, mais on retrouve aussi la villégiature en milieu municipalisé. Municipalisé, un peu urbain. Là, on parle plus des milieux urbains qui sont proches des grands centres, des grands centres urbains. Donc, vous vous rappelez, on en avait un peu parlé, les petits milieux ruraux qui se sont développés en milieu urbain très proche d'un grand centre urbain comme un peu Montréal ou Québec. Donc, on retrouve aussi de la villégiature dans ce genre de contexte, mais cela est régi par une très bonne planification, comme je vous le disais, pour que ces milieux ne soient pas transformés des décennies plus tard en milieux urbanisés. Et donc, les activités sont très limitées et donc les municipalités réglementent cela pour que vous savez aussi que sur le long terme, il y a beaucoup d'impacts, donc des impacts au niveau de l'environnement, de la gestion de l'eau et ainsi de suite. Donc, on encadre vraiment ce concept pour que cela ne puisse pas dégénérer, pour que les impacts sur le milieu agricole d'abord, donc pour que l'impact sur le milieu agricole ne soit pas aussi important que ça, parce que l'objectif de la villégiature, c'est de créer un espace de vacances, de récréation, de divertissement, mais aussi de créer une forme d'économie en milieu rural. En fait, c'est de permettre aussi de pouvoir diversifier l'économie en milieu rural, parce que ces gens qui arrivent dans ces milieux-là, ils créent une certaine diversité, ils consomment, ils se nourrissent, ainsi de suite, mais il faut éviter que cela puisse avoir plutôt plus d'impact négatif que positif dans ces milieux-là. Donc, tout cela répond en fait au schéma d'aménagement et de planification. Nous en avions un peu parlé avant la semaine de relâche, je vous avais présenté les grands schémas d'aménagement et de planification, donc comme les grandes orientations d'aménagement, les grandes orientations d'affectation du territoire, les zones prioritaires. Donc, en fait, il y a des zones, comme je vous le montrais tantôt, l'État peut mettre en location ou en vente certaines terres. Et tout cela est basé sur des analyses du territoire. Donc, par rapport au schéma d'aménagement, l'État juge que, ou bien la collectivité territoriale qui, entre griffes, est l'État dans ce contexte-là, peut juger vendre certaines terres où il semble que, par exemple, ça ne serait plus vraiment utile pour l'agriculture. Ils peuvent le vendre pour développer une économie parallèle liée à la villégiature, où les gens peuvent venir
venir en fin de semaine, pendant les vacances, pendant l'été, ainsi de suite, ou soit carrément les mettre plutôt en location. Donc la location est souvent mise sous réserve parce que on peut toujours avoir d'autres utilités après. Donc il peut avoir des zones prioritaires d'aménagement ou de réaménagement de de l'espace. Donc voilà un peu expliquer la villégiature. Donc après, nous pourrions voir que la gestion des espaces de villégiature est assez particulière. Donc là, c'est aussi la gestion du développement de l'occupation de la villégiature. Ça nécessite beaucoup de grands projets. Les projets sont à la base déposés, validés. Ce sont des projets de construction, d'aménagement par ceux qui veulent pouvoir construire sur ces terrains qui sont affectés. Donc ces projets sont évalués, étudiés, adoptés. On essaie de voir la construction des infrastructures, des bâtiments, ensuite voir comment ces projets pourraient être réalisés, et les auteurs sont accompagnés tout au long du processus, surtout pour éviter que cela puisse avoir de l'impact sur les activités agricoles qui existent déjà. Et je vous ai parlé aussi de la question du zonage. Et aussi, il faut savoir que il y a le principal outil de gestion des espaces de la villégiature qui est principalement le zonage, et donc ce dernier consiste en fait à diviser le territoire municipal en zones par lesquelles les usagers sont autorisés comme prévu, tel que l'habitat unifamilial isolé, donc le chalet. Donc il peut avoir du chalet. Les chalets font partie de ça. Le commerce de quartier comme les dépanneurs, tout cela est orienté au départ, ou certains usages récréatifs comme par exemple les campings. Donc c'est très important de noter que les campings aussi peuvent faire partie des espaces dédiés à la villégiature. Vous savez qu'en été, beaucoup de gens partent en camping par exemple, et certains le font en milieu rural, donc au bord de l'eau quelque part, pour profiter du bon temps. Donc ce sont des zones de villégiature qui sont ainsi créées et qui servent à pouvoir moduler des mesures de réglementation, de zonage du territoire. Donc vous allez voir très bien détaillé dans le cours comment ça se fait, le plan d'aménagement dans son ensemble, et que nous appelons le plan d'aménagement d'ensemble, que nous appelons le PAE. Donc, il comprend, je peux vous le résumer ainsi, il peut comprendre l'identification d'abord, donc pour pouvoir construire de l'espace pour la villégiature, il y a d'abord l'identification des terrains prévus pour un projet avec leurs dimensions. Donc, je vous ai dit qu'il y a des dimensions bien définies pour ces espaces. Après, on a le tracé projeté des voies de circulation. Donc, après, les aménagistes, ils essaient de pouvoir arranger tout cela. On identifie d'abord les terres, on trace les voies avec la mention de leur caractère public ou privé. Donc, ça peut être des voies publiques ou bien des voies privées, et les usages prévus sur chaque terrain. Donc, tout ce qu'on peut prévoir des terrains uniquement que pour des campings, on peut prévoir des terrains pour construire de l'habitat. Et je vous ai parlé aussi tantôt du contexte de construction des habitats, et aussi les espaces destinés qui doivent demeurer des espaces publics, quel que soit ce qui arrive. Et ça arrive plus, des espaces qui doivent être destinés à usage public, ça arrive beaucoup plus dans les contextes où l'État met en location certains espaces, et aussi comment on doit organiser le réseau électrique, le réseau de téléphone, d'aqueduc, des égouts projetés, où est-ce il faut verser, ou bien où est-ce qu'il faut jeter les matières résiduelles, les déchets qui seront produits, ainsi de suite. Donc vous allez voir que ce plan d'aménagement d'ensemble, c'est toute une organisation qui est faite pour pouvoir mettre les espaces à portée
des gens qui veulent pratiquer la villégiature. Donc, vous allez voir assez de cartes que j'ai ajoutées dans le cours à propos. Donc, voilà un peu très rapidement expliquer le contexte de la villégiature. Et donc, ce qu'il faut retenir principalement dans cette brève explication, c'est que c'est vraiment la villégiature, c'est quand on va passer du séjour à la campagne, à la mer, pour profiter de la belle saison, pour se reposer, pour prendre du temps, mais l'État ou bien les collectivités locales ne pourraient pas laisser ça se faire comme bon le semble. Donc, il faut encadrer cela pour que cela n'ait pas d'impact négatif sur ceux qui vivent déjà en campagne. C'est pour cela que des terres sont vraiment bien dédiées pour cela, que ce soit pour la construction des habitats unifamiliaux ou les campings dédiés, que ce soit vers le bord de l'eau, ou quelles sont les distances à respecter, quelles sont les constructions à faire. Donc, il y a toute une norme qui encadre cela dans l'optique toujours du développement territorial durable, pour que chaque partie puisse pouvoir tirer profit de la villégiature. Voilà un peu très rapidement expliqué. Comme je disais, je vous ai joint deux documents très intéressants à lire. Le premier document, c'est l'habitat rural et villégiature. C'est l'exemple de la MRC de Coaticook. Vous allez le lire, c'est juste 6 pages. Si vous lisez cela, vous allez voir toute l'illustration de ce dont je vous ai parlé tantôt. C'est un exemple très pratique et très typique qui a été démontré, qui a été rédigé sur la MRC de Coaticook. Et le deuxième document, en fait, c'est la planification et la gestion des lieux de villégiature, comme je vous en parlais tantôt. C'est un document un peu plus long, de 63 pages, mais ça vous décrit très de façon assez détaillée comment on planifie les espaces de villégiature, toute la démarche de planification qui est faite, jusqu'au règlement de lotissement, la protection des rives et du littoral, les rues privées et publiques, les dépôts les déchets et autres, comment tout cela est fait. Donc, je resterai à votre disponibilité. Si vous avez des inquiétudes et des questions, je pourrais répondre à toutes ces inquiétudes pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et donc, je reste dans l'attente en fin de semaine pour vos travaux pratiques 1 que vous devez m'envoyer. Et d'ici là, je vous donnerai des nouvelles pour le deuxième travail à faire. Bonne journée à vous tous. Au revoir.